Regardez-moi celle-là, dégoulinante de soie comme si tout lui appartenait. La voix de l'adjudant Jean Dubois, chargé de venin, déchira l'air feutré de la galerie du vieux port à Honfleur. D'une poigne brutale, il lui saisit le bras, la soie rouge se tendant douloureusement contre sa peau. Je parie que cette robe coûte plus cher que vos 3 derniers mois de loyer réunis. Où est-ce que vous l'avez fauchée, ma petite? Il la projeta contre un pilier de marbre, son visage à quelques centimètres du sien, un sourire cruel déformant ses lèvres alors qu'il baissait les yeux vers sa poitrine. Ou peut-être que vous l'avez gagnée sur le dos? Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. Le métal froid des menottes mordit son poignet, arrachant un hoquet de surprise au client horrifié. Mais il ne vit pas l'étincelle dans ses yeux. Il ne vit pas le calme calcul derrière la douleur. Il ne voyait qu'une cible. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'arrêter la chasseresse. Cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant pour voir ce gendarme corrompu recevoir exactement ce qu'il mérite. Et plongeons-nous dans ce récit de justice. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers l'immense verrière de la galerie du vieux port, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur le sol en marbre poli. C'était une cathédrale du commerce, un sanctuaire pour les nantis, où l'air vibrait du bruissement discret des sacs de luxe et du parfum subtil d'une douzaine de fragrances concurrentes. Pour le commandant Chloé Martin, cela devait être une évasion. Pour la première fois en 6 mois, elle disposait d'une journée complète et ininterrompue pour elle seule. Pas de planque, pas de dossier, pas de briefing à l'aube. Une journée pour être simplement Chloé, et non le commandant Martin. Elle avait choisi son armure pour l'occasion, non pas en vue d'un avantage tactique, mais avec une élégance pure et sans complexe. Une robe portefeuille d'une soie cramoisie profonde flottait autour d'elle, un contraste saisissant et magnifique avec sa peau sombre. C'était une affirmation de féminité et de confiance, un luxe qu'elle s'accordait rarement. Ses cheveux étaient coiffés en tresses complexes qui tombaient sur ses épaules, et le seul bijou qu'elle portait était une simple montre en platine à l'intérieur d'une complexité trompeuse. Elle se déplaçait dans les boutiques haut de gamme avec une aisance étudiée, ses yeux, habituellement à l'affût des menaces et des incohérences, s'attardant désormais sur des sacs en cuir fait main et des chaussures italiennes. Elle était en train de débattre de l'aspect pratique d'une paire de talons ridiculement hauts lorsqu'un changement subtil dans l'atmosphère du centre commercial piqua ses sens. C'était une dissonance dans l'harmonie ambiante, un changement dans la fréquence du murmure de la foule. Son entraînement s'activa instinctivement, son regard quitta l'étalage de chaussures pour balayer la mezzanine au-dessus d'elle. Elle le vit immédiatement. L'adjudant Jean Dubois de la gendarmerie de Honfleur. Il se tenait avec son partenaire, un gendarme plus jeune et moins imposant nommé Léo Fournier. Leurs uniformes bleus constituaient une intrusion discordante dans cet océan de marques de créateurs. Dubois était un homme fait d'angles brutaux et de dédain désinvolte, sa carrure trapue tendant le tissu de son uniforme. Ses yeux balayaient les lieux, mais pas pour une surveillance générale. Il chassait. Un appel était arrivé 10 minutes plus tôt. Le directeur d'une bijouterie avait signalé un individu suspect qui aurait prétendument empoché un petit objet de valeur. La description était d'une vague risible, une femme noire, bien habillée, agissant de manière déplacée. C'était le genre d'appel qu'un officier expérimenté et impartial traiterait avec prudence, comprenant son langage codé. Pour l'adjudant Dubois, c'était un feu vert. Son regard passa sur une femme blanche en tailleur Chanel, ignora une mère hispanique jonglant avec 3 sacs de course. Et puis il se posa sur Chloé. Ce fut comme un coup physique. Ses yeux se fixèrent sur le rouge vibrant de sa robe, remontèrent jusqu'à son visage, puis redescendirent sur sa poitrine avec une lenteur lubrique. Dans son esprit, l'affaire était déjà classée. La vague description avait trouvé sa parfaite correspondance préjugée. Une femme noire, trop belle, trop bien habillée, dans un endroit où il croyait inconsciemment qu'elle n'avait pas sa place. Elle était le clou et il était le marteau. Chloé sentit le poids de son regard et le soutint un instant de plus que nécessaire. Elle connaissait ce regard. C'était un cocktail de ressentiment, de suspicion et d'une sorte de désir tordu qui lui nouait l'estomac. Elle l'avait vu sur les visages d'informateurs, de criminels et, plus troublant encore, d'autres hommes en uniforme. Elle lui tourna délibérément le dos, reportant son attention sur les chaussures, un acte de défi silencieux. Laisse-le venir à elle. Laisse-le faire le premier pas. Elle était dans son temps personnel, une citoyenne privée. Elle n'avait rien fait de mal. La loi, en théorie, était de son côté. Mais Chloé savait mieux que quiconque que la loi était un bouclier pour certains et une épée contre d'autres,
selon la personne qui la maniait. Elle entendit le pas lourd de ses bottes sur le marbre avant qu'il ne soit à côté d'elle. Il ne prit pas la peine de dire impoli « Excusez-moi, madame ». Il pénétra simplement dans son espace personnel, sa présence étant un acte d'intimidation délibéré. « Tiens, qu'avons-nous là ?» Sa voix était un grognement sourd destiné à être entendu par les vendeurs et les autres clients qui faisaient maintenant semblant d'être absorbés par leurs achats. Chloé se tourna lentement, son expression un masque soigneusement construit de confusion polie. « Je suis désolé, adjudant. Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, sa voix stable et calme. Les yeux de Dubois la parcoururent à nouveau, le mépris maintenant à nu sur son visage. « C'est ce que je suis là pour découvrir. » Il laissa sa main descendre pour se poser sur la crosse de son arme de service. « Nous avons eu un signalement de marchandises volées. Une femme correspondant à votre description. » Chloé haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Ma description ? Pourriez-vous être plus précis ?» C'était un défi, une demande silencieuse de professionnalisme qu'il était incapable de satisfaire. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Oh, je pense que cette description est assez précise, » dit-il, son regard s'attardant sur sa robe. « Faisons une petite promenade. » Une promenade où, exactement ? La voix de Chloé était toujours égale, mais un œuf froid se serrait dans son estomac. C'était le précipice, le moment où une interaction de routine pouvait dégénérer en quelque chose de laid et d'irréversible. Elle pouvait le voir dans le serrage de sa mâchoire, la lueur prédatrice dans ses yeux. Il ne menait pas une enquête. Il mettait en scène une performance, et elle était sa costard involontaire. Le jeune gendarme, Fournier, bougea inconfortablement derrière lui, ses yeux allant de Chloé à son supérieur, témoin silencieux de l'accident de train imminent. Il connaissait la réputation de Dubois. Il savait que c'était mal, mais son silence était une forme de complicité. « Nous allons avoir une petite discussion à l'abri des regards indiscrets, » dit Dubois en désignant du menton un quartier de service. Son ton impliquait qu'elle n'avait pas le choix. « Je crains que cela ne soit pas nécessaire, adjudant, » déclara calmement Chloé. « Je serai heureuse de répondre à vos questions ici même. Comme vous pouvez le voir, je n'ai encore rien acheté. » Elle fit un geste de la main ouverte pour montrer qu'elle ne tenait ni sac, ni marchandise. « Cependant, si vous avez une allégation spécifique à formuler, je suis tout oui. » Elle affirmait ses droits, posant les bases de la bataille juridique qu'elle savait imminente. Elle créait un dossier. Son esprit cataloguait déjà l'heure, le lieu, l'absence de motifs raisonnables. Sa réponse calme et articulée sembla enrager Dubois davantage. Il ne la vit pas comme une citoyenne exerçant ses droits, mais comme un défi à son autorité. « Vous jouez à l'avocate, c'est ça ?» ricana-t-il. « Vous vous croyez maligne ? Les gens comme vous viennent ici, habillés avec vos vêtements chics, en pensant que les règles ne s'appliquent pas. » L'expression « les gens comme vous » flotta dans l'air, épaisse et suffocante. C'était la pierre angulaire de toute sa vision du monde, le prisme à travers lequel il la voyait. Pas comme une individu, mais comme un type, un stéréotype qu'il pouvait intimider et rabaisser pour nourrir son propre sentiment de puissance. « Je voudrais voir une pièce d'identité, » exigea-t-il, la main tendue. Lentement, délibérément, Chloé plongea la main dans sa petite pochette. Ses mouvements étaient fluides et mesurés, conçus pour ne pas être menaçants. Mais chaque action qu'elle entreprenait, Dubois l'interprétait à travers son filtre de préjugés. Son calme était du défi. Sa pochette coûteuse était la preuve de gain mal acquis. Elle sortit son portefeuille et lui tendit son permis de conduire. Il le lui arracha des doigts. Il étudia le permis, ses yeux s'attardant sur son nom, Chloé Martin, puis sur son adresse. C'était une acquisition récente, un appartement dans l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville. Un détail qui ne servit qu'à alimenter son ressentiment. Résidence du phare, lut-il à voix haute, sa voix dégoulinant de sarcasme. Chic. Ça doit être agréable. Il tendit le permis à Fournier. Vérifie-moi ça. Recherche de mandat. C'était une pêche aux informations, un abus de procédure flagrant, et ils le savaient tous les deux. Il n'y aurait pas de mandat. Son casier était plus propre que le sol en marbre sur lequel il se tenait. Adjudant, dit Chloé, sa voix baissant d'un registre, perdant son ton poli pour en acquérir un d'acier. Vous avez ma pièce d'identité.
Vous n'avez aucune suspicion raisonnable que j'ai commis un crime. Ce contrôle est illégal, et votre maintien en détention est une violation de mes droits fondamentaux à la liberté individuelle et à la sûreté. Elle ne se contentait pas de citer la loi. Elle le prévenait. Elle lui donnait une porte de sortie, une chance de désamorcer la situation et de s'en aller. C'était une courtoisie professionnelle qu'elle n'aurait pas étendue à un criminel ordinaire, mais qu'elle se sentait obligée d'offrir à une autre personne en uniforme, aussi indigne soit-elle. La terminologie juridique fut comme de l'essence sur un feu. Le visage de Dubois vira au rouge profond. « Vous croyez pouvoir me faire la leçon sur la loi » cracha-t-il, s'approchant si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de café rassis de son haleine. « C'est moi, la loi, ici » lança-t-il en pointant un doigt épais vers sa poitrine, s'arrêtant juste avant de la toucher. « Et ma suspicion raisonnable, c'est que vous êtes dans un endroit où vous n'avez rien à faire, portant une robe que vous ne pourriez jamais vous permettre et me tenant tête. » Sa voix s'éleva, attirant plus d'attention. Les clients s'arrêtaient maintenant, leur téléphone commençant à émerger. La performance atteignait son crescendo. « C'est moi qui décide ce qui est suspect par ici, ricana-t-il. Et vous, ma petite, vous faites clignoter mon foutu radar. » Il se tourna vers le jeune gendarme. « Fournier, qu'est-ce qui prend tant de temps ?» Fournier, l'air troublé, leva sa radio. « Le central est débordé, Jean. Ça va prendre 1 minute. » Dubois se retourna vers Chloé, un sourire cruel s'étalant sur son visage. « On dirait que vous n'allez nulle part. » L'instant s'étira, tendu et vibrant d'une violence tacite. La galerie, avec son éclairage doux et sa musique classique, était devenue une cocotte minute. Chloé resta impassible, sa posture inébranlable. Elle était une statue de soie cramoisie et de dignité tranquille face à une marée d'agressions informes. Son refus d'être intimidé, de se recroqueviller ou de supplier, était quelque chose que l'adjudant Dubois ne pouvait pas comprendre. Dans son monde, le pouvoir était un instrument contondant, et l'absence de peur en sa présence était un acte de rébellion qui devait être écrasé. « Ça suffit. J'ai fini de jouer, gronda-t-il, le prétexte d'une enquête légitime s'évaporant complètement. Vous venez avec moi, maintenant. » Il tendit la main vers son bras. L'instinct, affiné par des années d'entraînement à la DCPJ, lui hurla de réagir. Elle pourrait briser sa prise en une microseconde, le neutraliser d'un seul coup précis. Mais ce n'était pas la mission. La mission, tragiquement et exaspérément, était d'endurer, d'être la victime, de le laisser construire le dossier contre lui-même, brique par brique hideuse. « Je ne consens pas à cela, dit-elle, sa voix claire et assez forte pour que les téléphones environnants la captent. Je ne résiste pas, mais vous me détenez contre ma volonté et sans motif. » Ces mots étaient pour le dossier, pour l'inévitable procès, pour l'enquête de l'inspection générale. Pour Dubois, ce n'était que du bruit. « On appelle ça de la résistance, grogna-t-il, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre de son bras. Il la tira en avant, la déséquilibrant. La soie de sa robe se tendit aux coutures. Un hoquet collectif parcourut les spectateurs. « Jean, peut-être qu'on devrait attendre le central, » plaida Fournier, sa voix mince et prête à se briser. Il pouvait voir la ligne être franchie, le procès naître sous ses yeux. Dubois l'ignora. Elle résiste à son arrestation. Prends-lui l'autre bras, aboya-t-il à son partenaire. Fournier hésita une seconde fatale, sa conscience luttant contre sa peur de son supérieur. Cette hésitation fut toute la justification dont Dubois avait besoin pour escalader davantage. Avec une poussée de rage alimentée par l'adrénaline, il tordit le bras de Chloé derrière son dos, le forçant à remonter à un angle contre nature. Une douleur aiguë et fulgurante jaillit de son épaule jusqu'au bout de ses doigts. Un sifflement de douleur s'échappa de ses lèvres. La première fissure dans sa façade composée. Ce son sembla ravir Dubois. C'était la réaction qu'il cherchait, la confirmation de sa domination. « Tu vois, maintenant tu coopères » se moqua-t-il. Tout en la maintenant dans cette prise douloureuse, son autre main chercha ses menottes. L'acier froid et lourd semblait obscène contre la chaleur de sa peau. « Tournez-vous, les mains dans le dos » hurla-t-il en la poussant en avant. L'élan la fit trébucher, ses talons raclant le marbre alors qu'elle luttait pour rester debout. Elle fut forcée de s'appuyer contre le grand pilier de marbre, la pierre fraîche un contraste choquant avec la chaleur de son humiliation.
Le déclic de la première menotte se refermant sur son poignet fut brutalement fort dans le centre commercial désormais silencieux. Dubois la serra fort, délibérément, sadiquement. Les bords métalliques mordirent sa chair, et elle sentit un filet de sang chaud. Il attrapa son autre main et la tira en arrière, répétant le processus. Maintenant, elle était liée, les bras tendus derrière son dos, la position atroce pour son épaule. « Tu as choisi le mauvais jour pour jouer à la princesse », lui murmura-t-il à l'oreille, son haleine chaude et fétide. « Dans ce royaume, c'est moi le roi. » Il la repoussa du pilier, la faisant parader devant la foule. La belle femme en robe rouge, maintenant captive, la tête haute, mais son langage corporel hurlant la douleur et la violation. C'était l'image qu'il voulait, l'assujettissement public. Il avait pris quelque chose qu'il percevait comme beau et arrogant et l'avait brisé, prouvant son infériorité et sa supériorité. C'était une démonstration de pouvoir primitive et laide. « Allons-y », dit-il, la saisissant par les bras menottés et la traînant vers le couloir de service. « Le spectacle est terminé, les gens. Rien à voir ici. Circulez. » Mais personne ne bougeait. Ils regardaient simplement, leurs téléphones levés comme des torches numériques, enregistrant la lente et douloureuse procession. L'esprit de Chloé était un tourbillon. La douleur physique était un feu rugissant. Mais derrière, la partie froide et calculatrice de son cerveau fonctionnait toujours. Numéro de matricule 74, adjudant Jean Dubois. Partenaire, Fournier, numéro de matricule 822. Heure de l'agression, 14h32. Multiples témoins oculaires avec enregistrement. Usage excessif de la force, arrestation illégale. Le dossier dans sa tête s'étoffait à chaque pas, un enregistrement méticuleux de chacun de ses crimes. Il pensait la mettre en cage. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans une cage de sa propre conception. Le couloir de service était une entaille austère et utilitaire au cœur du luxe de la galerie. L'air devint frais et sentait le désinfectant et le vieux carton. Le marbre poli céda la place au béton taché, et l'éclairage doux fut remplacé par l'éclat dur et bourdonnant des tubes fluorescents. C'était un monde différent, le monde de Dubois, et il l'y poussa. La porte du bureau de sécurité du centre commercial se referma derrière eux, les coupant des regards du public et les plongeant dans une petite pièce sans fenêtre, la chambre des échos. Une unique table en métal était boulonnée au sol, entourée de quelques chaises dépareillées. Une batterie de moniteurs affichait des flux silencieux en niveau de gris provenant de tout le centre commercial. C'était son domaine, et son arrogance enfla pour remplir l'espace. Moins chic ici, n'est-ce pas? Se vanta Dubois en la poussant brutalement sur une chaise. Le métal était froid contre ses jambes. Les menottes s'enfonçaient plus profondément dans ses poignets alors que ses bras étaient pressés contre le dossier de la chaise. Fournier s'attardait près de la porte, le visage pâle, ressemblant à un homme qui s'était égaré dans une fosse au lion et réalisait seulement maintenant qu'il était au menu. « Tu peux attendre dehors », lui lança Dubois, congédiant son partenaire sans un regard. Fournier s'enfuit presque, la porte se refermant à nouveau, laissant Chloé seule avec son tortionnaire. Dubois tourna autour de la table comme un requin, savourant son contrôle total et absolu. Il s'adossa au mur opposé, croisant les bras sur sa large poitrine. « Alors, recommençons, » dit-il, sa voix suintant d'une fausse patience. « Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait dans un endroit comme celui-ci? Ne me dites pas que vous travaillez ici. Les seuls emplois pour les vôtres, c'est de passer la serpillière. » L'insulte fut lancée avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'un fait indiscutable. Chloé resta silencieuse. Sa formation en résistance aux interrogatoires était approfondie. Elle savait que tout ce qu'elle dirait serait tordu, utilisé comme carburant. Son silence était son bouclier et son arme. Moins elle lui en donnait, plus il se révélerait. Son silence l'exaspéra. Alors, on a perdu sa langue. Vous aviez beaucoup à dire là-dehors avec votre jargon d'avocate. Il se décolla du mur et se dirigea vers l'endroit où sa petite pochette reposait sur la table, vidée lors d'une fouille sommaire par Fournier. Il commença à fouiller son contenu avec des doigts crasseux. Ses clés, un tube de rouge à lèvres cher, un portefeuille mince. Voyons voir qui vous êtes vraiment. Il sortit sa carte de service de la DCPJ. Il fixa la photo bleu-blanc-rouge pendant un long moment, une lueur de confusion traversant son visage avant d'être remplacée par un reniflement de rire dédaigneux. Direction centrale de la police judiciaire. Commandant Chloé Martin.
Il jeta la carte sur la table. Vous vous moquez de moi. Les fausses qu'ils fabriquent de nos jours sont de mieux en mieux, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on ajoute pour usurpation de fonction de policier en plus de la résistance et du vol à l'étalage? Il était tellement aveuglé par ses préjugés qu'il ne pouvait concevoir la vérité. Une femme noire comme elle ne pouvait pas être un commandant de la police judiciaire. Dans son esprit, c'était une impossibilité logique. Il créait sa propre réalité, et dans celle-ci, elle était une criminelle ordinaire avec des délires de grandeur. Il continua son assaut verbal, un torrent d'ordures racistes et sexistes. Il commenta son corps, sa robe, le quartier où elle vivait. Chaque mot était une petite pierre aiguisée destinée à ébrécher son sang-froid. Mais Chloé n'écoutait plus les mots. Elle écoutait la cadence, le ton, la haine pure et sans mélange. Elle gravait tout dans sa mémoire. Alors qu'il avait le dos tourné, se vantant de sa carte d'identité, elle fit son mouvement. Ce fut un changement subtil de son corps sur la chaise, une contorsion pratiquée de ses mains liées. Son pouce trouva le petit bouton presque invisible sur le côté de sa montre en platine. Elle appuya 2 fois, dans une séquence spécifique. C'était une balise de détresse, un signal silencieux et crypté qui hurlait maintenant allait directement au centre de commandement régional de la direction centrale de la police judiciaire. Le signal transportait ses coordonnées GPS précises et une alerte de niveau 3, agent en détresse. La cavalerie arrivait. Tout ce qu'elle avait à faire maintenant, c'était de survivre jusqu'à leur arrivée. Après quelques minutes de railleries infructueuses, accueillies uniquement par le silence stoïque de Chloé, la frustration de Dubois déborda. Il avait besoin d'une réaction, une larme, une supplique, n'importe quoi pour valider son pouvoir. Il ne l'obtenait pas. Il abattit sa main sur la table en métal, le son résonnant bruyamment dans la petite pièce. Bon, ça suffit. Vous voulez jouer les durs? On verra si vous êtes aussi dur après une nuit en cellule de dégrisement. Il arpenta la pièce, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Le frisson initial de la confrontation s'estompait, remplacé par la réalité fastidieuse de la paperasse qu'il devrait remplir. Vous avez droit à un appel téléphonique pour prévenir un proche ou un avocat, dit-il, désignant du pouce un téléphone mural crasseux dans le coin. Tâchez de bien le choisir. Appelez votre dealer, votre proxénète, celui qui va payer votre caution, parce que vous allez au poste. Son ton était suffisant, méprisant. Il lui accordait un droit standard, mais le présentait comme un geste magnanime, un dernier divertissement avant qu'elle ne soit traitée et oubliée. Il la fit se lever, sa main agrippant fermement son bras, et la conduisit au téléphone. Les menottes rendaient le simple fait de tenir le combiné une épreuve maladroite et douloureuse. Il se tenait près d'elle, sans vergogne, avec l'intention d'écouter l'appel. L'esprit de Chloé tournait à plein régime, non pas de peur, mais de calcul précis. Elle ne pouvait pas appeler sa famille. Cela leur causerait une panique inimaginable. Appeler un avocat était le geste attendu, mais c'était trop lent. Le protocole qu'elle avait initié avec sa montre était déjà en mouvement, mais cet appel téléphonique était la deuxième partie de l'authentification, celle qui mettrait le feu à tout l'appareil judiciaire de l'État. Elle avait mémorisé le numéro des années auparavant, une ligne directe et sécurisée vers le centre des opérations stratégiques au siège de la DCPJ à Nanterre. Un numéro qui contournait tous les standards habituels. Avec ses mains menottées, elle composa péniblement les chiffres. Dubois regardait, un sourire narquois sur le visage, supposant qu'elle était maladroite. L'appel se connecta à la première sonnerie. Il n'y eut pas de salutation, juste une voix nette et désincarnée. Opération, j'écoute. C'était la voix de la pure efficacité bureaucratique. Chloé prit une profonde inspiration. Code d'autorisation Sierra, novembre 521, dit-elle, sa voix claire et égale, ne trahissant rien de la douleur à son épaule ou de la fureur dans son cœur. Protocole cascade initié. Localisation confirmée. Restez en attente. Dubois, qui s'était adossé au mur, éclata de rire. Il entendit les mots mais ne put en comprendre le sens. Cela ressemblait à du charabia pour lui, une sorte de langage codé avec ses amis criminels. Protocole cascade, se moqua-t-il alors qu'elle raccrochait le téléphone. C'est une nouvelle drogue ou c'est votre nom de scène? Il n'avait aucune idée de ce dont il venait d'être témoin. Le protocole cascade n'était pas une demande d'aide. C'était une déclaration.
Il était réservé aux situations où un agent était illégalement détenu par une entité policière locale compromise ou hostile. Il ne se contentait pas d'envoyer une équipe d'intervention. Il mobilisait toute la direction régionale de la DCPJ, alertait le parquet et signalait immédiatement chaque personne impliquée pour une enquête fédérale. C'était une bombe nucléaire tactique dans un monde de pétards procéduraux. Alors que Chloé reposait le combiné, un moment de silence passa. Dubois souriait toujours, se prélassant dans sa victoire perçue. Il croyait avoir gagné. Il croyait l'avoir brisée. Il n'avait aucune idée de la tempête qui venait d'être déchaînée. Une tempête qui, à ce moment précis, prenait de la vitesse et se dirigeait droit sur leur petite pièce sans fenêtre. L'air dans la chambre des échos était sur le point d'être rempli par le son de son monde qui s'effondrait. L'effet immédiat de l'appel fut un anti-climax, un calme trompeur avant l'ouragan. Dubois, toujours gonflé d'autosatisfaction, repoussa Chloé sur la chaise en métal. « Bon, assez de jeu », déclara-t-il en sortant un formulaire de rapport et un stylo. « Il est temps de rédiger votre petite aventure. Voyons voir. On commencera par agression sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et usurpation de fonction. Quand j'aurai fini, vous aurez de la chance de revoir la lumière du jour avant vos 30 ans. » Il commença à griffonner sur le formulaire, le stylo grattant agressivement le papier. Il fabriquait son récit, construisant un mur de mensonges pour justifier ses actions. Il écrivit qu'elle avait été agressive, qu'elle l'avait frappé, qu'elle avait crié des insultes. Il créait un fantasme où il était le héros, le courageux gendarme face à une criminelle violente. Chloé le regardait, le visage un masque de neutralité. Chaque mensonge qu'il écrivait était un clou de plus dans son propre cercueil. La vérité objective était déjà préservée sur une douzaine de téléphones portables et sur les serveurs de surveillance haute définition du centre commercial. Son rapport était une œuvre de fiction, et il serait déchiqueté par une réalité qu'il ne pouvait pas contrôler. Quelques minutes après le début de son exercice d'écriture créative, un coup sec à la porte le fit sursauter. « Quoi » aboya Théil, agacé par l'interruption. La porte s'entr'ouvrit et le directeur général du centre commercial, un homme perpétuellement nerveux dans un costume mal ajusté nommé Stéphane Moreau, passa la tête. « Jean, je peux vous parler une seconde ?» Le visage de Moreau était cendré, et une pellicule de sueur brillait sur son front. Dubois leva les yeux au ciel. « Je suis occupé, Stéphane. »« Ça peut pas attendre ?»« Non, Jean. »« Vraiment pas ?» insista Moreau, la voix tremblante. Il entra dans la pièce, les yeux écarquillés en voyant la scène, Chloé menottée, Dubois l'air furieux. « Je viens de recevoir un appel sur ma ligne privée. » Dubois ricana. « Le maire qui se plaint encore du parking ?» C'était la direction centrale de la police judiciaire, murmura Moreau, les mots sortant de sa bouche en cascade. Le directeur régional, un certain Nicolas Leclerc. Il connaissait son nom. Il savait qu'elle était ici. Il ne demandait pas, Jean. Il m'informait que si elle n'était pas libérée et si ses agents n'obtenaient pas un accès total et sans restriction dans les 10 prochaines minutes, il obtiendrait un mandat pour fermer toute la galerie en tant que scène de crime. Le stylo dans la main de Dubois s'arrêta. Pour la première fois, une ombre de doute vacilla sur son visage. C'était une expression fugace, rapidement remplacée par son arrogance habituelle. Mais Chloé la vit. La première fissure dans le barrage. « C'est du bluff », dit Dubois, bien que sa voix manque de sa conviction antérieure. Ses amis font des vagues, ils essaient de nous faire peur. Mais Moreau secouait vigoureusement la tête. Ce n'était pas un ami, Jean. C'était officiel. Le type avait l'air de pouvoir commander une frappe aérienne depuis son bureau. Il a dit, et je cite, « Toute violation supplémentaire des droits civils du commandant Martin sera accueillie avec la force pleine et implacable du ministère de la Justice. » Le titre, « Commandant Martin », resta en suspens. La fausse carte d'identité dont il avait ri semblait soudain très réelle. Dubois fixa Chloé, la voyant vraiment pour la première fois, non pas comme un stéréotype, mais comme une menace potentielle, une source de problèmes catastrophiques. Son expression calme n'avait pas changé, mais maintenant elle ressemblait moins à du défi qu'à une confiance terriblement patiente. Le sol sous les pieds de l'adjudant Jean Dubois commençait à se dérober. Le premier tremblement était arrivé, un grondement sourd et profond qui signalait l'approche d'un événement sismique. Son rapport fabriqué reposait sur la table,
un monument à une série de décisions spectaculairement mauvaises. L'appel téléphonique dont il s'était moqué n'était plus une blague. C'était un compte à rebours, et son temps était compté. La panique est un acide. Elle brûle l'arrogance et ronge la certitude. L'adjudant Dubois en ressentait les premiers effets corrosifs. « Dehors, Stéphane !» cria-t-il au directeur terrifié. « Je m'en occupe. » Moreau n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il sortit en courant, laissant Dubois seul avec la femme qui se transformait rapidement de sa victime en son bourreau. Il la dévisagea, son esprit un désordre frénétique de déni et d'horreur naissante. Ça devait être un tour, un bluff élaboré et bien orchestré. Mais la spécificité de l'appel, l'utilisation d'un nom comme le directeur régional Leclerc, tout cela semblait trop réel, trop précis. Il décida de doubler la mise. C'était la seule façon dont il savait opérer. « Bien essayé », dit-il en essayant de forcer un sourire narquois. « Vos amis ont du piston, je vous l'accorde, mais ça ne marchera pas. C'est ma juridiction ici. » Avant que Chloé ne puisse répondre, non pas quelle en ait eu l'intention, sa radio de gendarmerie crépita, la voix du répartiteur aigu d'urgence. Unité 7, attention à toutes les unités à proximité de la galerie du Vieux-Port. Avons plusieurs Renault Trafic Noir, plaque gouvernementale, approchant de l'entrée nord. Code 3. Ils ne répondent pas aux appels. Prudence extrême conseillée. Le sang de Dubois se glaça. Ce n'était pas un bluff. Ils étaient là. L'arrivée ne fut pas une entrée. Ce fut une invasion. 4 Renault Trafic Noir dépourvus de toute marque à l'exception des petites plaques gouvernementales, s'arrêtèrent devant l'entrée principale de la galerie avec une efficacité silencieuse et menaçante. Ils ne se garèrent pas aux places désignées. Ils s'arrêtèrent simplement, bloquant la voie des voituriers, leurs vitres teintées reflétant les visages ébahis des clients. Les portes s'ouvrirent à l'unisson, et 8 individus en sortirent. Ce n'étaient pas des gendarmes. Ils étaient autre chose. Vêtus de costumes sombres identiques et parfaitement coupés, de chemises blanches et de fines cravates noires. Ils se déplaçaient avec une grâce prédatrice synchronisée. Ils étaient des fantômes sous le soleil de l'après-midi, leurs visages sombres et impassibles. À leur tête se trouvait un homme grand et imposant, la quarantaine avancée, aux cheveux poivre et sel et aux yeux qui ressemblaient à des éclats de granit. C'était le directeur régional Nicolas Leclerc. Il ne courut pas. Il ne cria pas. Il entra dans la galerie comme s'il en était le propriétaire, son équipe se déployant derrière lui en une formation rodée. Les agents de sécurité du centre commercial, attirés par l'agitation, jetèrent un coup d'œil au professionnalisme froid des nouveaux venus et au renflement des armes sous leurs vestes et s'éclipsèrent simplement, soudain fascinés par des vitrines lointaines. Leclerc parla doucement dans une radio à son poignet. Première équipe, sécurisez toutes les archives de surveillance. Personne ne touche à rien. Deuxième équipe, localisez et sécurisez l'adjudant Dubois et le gendarme Fournier. Le commandant Martin est la priorité. Je veux des yeux sur elle, maintenant. Sa voix était le centre calme et autoritaire de la tempête. De retour dans le bureau de sécurité sans fenêtre, Dubois pouvait entendre le tumulte. Sa radio crépitait maintenant de bavardages confus et paniqués d'autres gendarmes sur les lieux. Ce sont des agents de la PJ. Ils ne nous parlent pas. Il se dirige vers le couloir de sécurité. Les murs de son petit royaume étaient en train d'être franchis. La porte du bureau s'ouvrit violemment, non pas avec un coup, mais avec la force sans cérémonie d'un bélier. 2 des agents en costume remplirent l'embrasure de la porte, leurs expressions vides, leurs yeux ne manquant rien. Derrière eux se tenait Leclerc. Il embrassa la scène d'un seul regard. La pièce sordide, le rapport fabriqué sur la table, Dubois debout là, l'air d'un animal acculé, et Chloé, toujours menottée, assise sur la chaise. Les yeux de granit de Leclerc se fixèrent sur ceux de Dubois. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Le poids de son autorité était suffocant. Adjudant Dubois, dit-il, sa voix un grondement sourd et dangereux. Mon nom est le directeur régional Leclerc, de la direction centrale de la police judiciaire. Vous avez exactement 5 secondes pour retirer ces menottes de mon agent avant que je ne vous inculpe d'enlèvement d'un fonctionnaire de police, d'entrave à la justice et de toutes les violations des droits civils que je peux trouver dans le code pénal. La tempête n'était pas seulement arrivée. Elle avait touché terre et était centrée directement sur lui.
L'univers de l'adjudant Jean Dubois, autrefois si stable et prévisible, venait d'être retourné. L'homme qui détenait les clés, qui maniait le pouvoir de l'État, était maintenant un subalterne dans sa propre salle d'interrogatoire. Il chercha à sa ceinture la clé des menottes, ses doigts épais soudainement maladroits et inutiles. Son cerveau ne pouvait pas suivre le changement rapide et catastrophique de la réalité. La femme qui l'avait intimidé, agressé et humilié était un commandant de la police judiciaire. Les hommes en costume qui se tenaient maintenant au-dessus de lui étaient ses collègues, ses très puissants, très en colère, collègues. « Dépêchez-vous » ordonna le clerc, sa voix tranchant à travers la paralysie paniquée de Dubois. L'un des autres agents, un homme avec un cou de taureau et le calme d'un démineur, s'avança et prit doucement la clé de la main tremblante de Dubois. Il s'agenouilla à côté de la chaise de Chloé. « Commandant Martin, êtes-vous blessé » demanda-t-il doucement, sa voix contrastant vivement avec la brutalité qu'elle avait subie. Contusion et lacération aux 2 poignets. Entorse possible de l'épaule, rapporta Chloé, sa voix aussi nette et professionnelle que si elle dictait des notes de terrain. Le sujet a été physiquement et verbalement abusif dès le début de l'interaction. L'agent hocha la tête, la mâchoire serrée. Avec une efficacité exercée, il déverrouilla les menottes. La libération de la pression fut à la fois un soulagement et une nouvelle vague d'agonie. Elle ramena ses mains en avant, les marques rouges et sanglantes sur ses poignets, un témoignage frappant de la cruauté de Dubois. L'agent qui l'avait libéré regarda ses poignets, puis leva les yeux vers Dubois, et son masque professionnel glissa une seconde, révélant un éclair de fureur pure et froide. Alors que Chloé, lentement et douloureusement, se frottait les mains pour rétablir la circulation, le clerc fit un pas vers Dubois. « Gendarme Fournier, dit-il, sa voix faussement calme. » Le jeune officier, qui avait été ramené dans la pièce par un autre agent, tressaillit comme s'il avait été frappé. « Oui, monsieur. » Sécurisez l'arme de service, l'insigne et la radio de l'adjudant Dubois. Il est placé en garde à vue pour interrogatoire. Vous resterez ici. Vous ne parlerez à personne. Vous ne toucherez pas votre téléphone. Vous écrirez tout ce dont vous avez été témoin aujourd'hui. Et vous n'omettrez aucun détail. M'avez-vous compris, gendarme Fournier ? Fournier, voyant une bouée de sauvetage, une chance de se séparer du navire en perdition de Dubois, hocha la tête si vigoureusement que sa tête dodelina. Oui, monsieur. Absolument, monsieur. Il s'approcha d'un Dubois abasourdi et passif et commença, avec une formalité maladroite, à désarmer son supérieur. Le dépouillement de l'équipement de Dubois fut un acte profondément symbolique. Chaque objet retiré aux larmes, l'insigne, la radio était un morceau de son autorité, de son identité, qui lui était arraché, le laissant exposé et impuissant. Il n'était plus un gendarme. Il était juste un homme dans une pièce pleine d'agents de la PJ qui détenaient maintenant tout son avenir entre leurs mains. Le clerc reporta son attention sur Chloé. Le médecin est en attente, commandant. Je vais bien pour l'instant, dit-elle, sa voix gagnant en force. La priorité est la préservation des preuves. Son esprit d'agent était de nouveau pleinement opérationnel, ignorant la douleur. Le rapport falsifié du sujet est sur la table. Des témoins oculaires enregistrés à l'étage principal. Les serveurs de surveillance principaux et secondaires de la galerie doivent être copiés immédiatement avant que quoi que ce soit puisse être effacé. Le clerc acquiesça d'un signe de tête sec. Déjà en cours. Il regarda Dubois, qui était maintenant affalé sur la chaise que Chloé venait de quitter. Un homme vidé de sa substance. Adjudant Dubois, commença le clerc, sa voix baissant jusqu'à un murmure presque plus menaçant que n'importe quel cri. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère fortement de l'utiliser, car tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. Le renversement de pouvoir était complet. Le chasseur était maintenant en cage. La proie était désormais aux commandes. La femme à la robe de soie déchirée se tenait droite, non plus une victime, mais le noyau vengeur et juste de la tempête qu'elle avait invoquée. Pendant que Dubois était traité au bureau de sécurité, le reste de la galerie du Vieux-Port se transformait en une base opérationnelle de la police judiciaire. Les équipes du directeur Leclerc se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse et dévastatrice d'une catastrophe naturelle. Une équipe, dirigée par un spécialiste technique qui ressemblait plus à un codeur de la Silicon Valley qu'à un agent de la PJ, était déjà dans le centre de sécurité centrale, une pièce remplie de lumières clignotantes et de moniteurs. Il ne demandait pas la permission.
Ils informaient le personnel de sécurité abasourdi de ce qui se passait. Nous créons une image miroir de vos serveurs de surveillance principaux et de sauvegarde sur les dernières 24 heures, dit l'agent en branchant une valise sécurisée pleine de disques durs et de câbles dans leur système. Ne touchez à rien. Ne redémarrez aucun système. Notre processus est non invasif et ne sera pas interrompu. Le message était clair, ce n'était plus votre juridiction. Une autre équipe parcourait discrètement et sans heurts les allées du centre commercial. Ils identifiaient les témoins qui avaient enregistré l'incident, les approchant non pas avec intimidation, mais avec une autorité calme. « Madame, je suis de la direction centrale de la police judiciaire. Nous comprenons que vous pourriez avoir une vidéo d'un incident qui s'est produit ici il y a environ 30 minutes. Nous avons un mandat pour cette preuve. Nous pouvons transférer le fichier sur notre appareil sécurisé maintenant, et vous serez ensuite libre de partir. » Une par une, les vidéos furent collectées, une douzaine d'angles différents du même événement sordide, créant une mosaïque à 360 degrés de l'abus de pouvoir de Dubois. Chaque fichier était étiqueté, horodaté et téléversé sur un serveur cloud sécurisé de la DCPJ avant même que l'agent ne passe au témoin suivant. De retour au bureau de sécurité, Leclerc avait affiché le flux en direct de la boutique de chaussures sur un ordinateur portable. Lui, Chloé et un gendarme fournier au visage blême regardèrent les événements de la dernière heure se dérouler en couleur haute définition. L'œil numérique impassible de la caméra racontait toute l'histoire. Il montrait Chloé regardant paisiblement les vitrines. Il montrait Dubois et Fournier sur la mezzanine, Dubois la désignant clairement. Il montrait son approche agressive, son langage corporel menaçant. Plus accablant encore, il captait l'intégralité de leur échange verbal. L'audio était impeccable. Le microphone de la caméra avait enregistré les affirmations calmes et juridiquement précises de Chloé de ses droits et la tirade venimeuse et croissante de Dubois. Il l'avait capturé ricanant, les gens comme vous, et, c'est moi, la loi, ici. Puis vint l'agression. Les images étaient brutales et indéniables. Elles montraient Dubois lui tordant le bras, son hoquet de douleur, et la manière sadique dont il serrait les menottes. Elles montraient l'hésitation de Fournier et Dubois lui aboyant des ordres. Cela détruisait complètement et entièrement le fantasme que Dubois avait écrit dans son rapport. Leclerc mit la vidéo en pause. Il prit le rapport sur la table. Le sujet est devenu physiquement combatif et m'a frappé à la poitrine, lut-il à voix haute, sa voix glaciale. Il regarda Dubois. Nous venons de regarder 10 minutes d'image, adjudant. La seule personne qui a initié un contact physique dans tout cet échange, c'est vous. Il lut ensuite une autre ligne. Le sujet a crié des insultes et des menaces. L'audio semble avoir manqué ça. Ce qu'il a capté, en revanche, ce sont vos déclarations racistes et désobligeantes. Un commentaire ? Dubois fixa l'image figée sur l'écran, son propre visage tordu de rage, poussant une femme sans défense contre un pilier. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La preuve numérique était absolue. C'était un témoin objectif parfait qui ne pouvait être ni intimidé, ni corrompu, ni trompé. C'était la vérité encodée en pixels et en flux de données. Ces mensonges n'avaient nulle part où se cacher. Emmenez-le au poste de commandement, dit Leclerc à ses agents en désignant Dubois. Procédez à son audition. Je veux une déposition complète du gendarme Fournier, et je veux que chaque image de cette vidéo soit analysée et préparée pour le parquet de la République d'ici demain matin. Alors qu'ils emmenaient un Dubois hébété hors de la pièce, Chloé regarda l'écran. L'œil impassible de la caméra avait tout vu. C'était le gardien silencieux et impartial de la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité serait l'instrument de la justice. L'enquête ne s'arrêta pas à l'adjudant Dubois. Le protocole Cascade, une fois initié, n'était pas conçu pour cibler un seul individu. Il était conçu pour exciser un cancer. Alors que Dubois était interrogé dans un poste de commandement improvisé dans une boutique vacante, le directeur Leclerc et Chloé commencèrent une analyse plus approfondie. Les actions de Dubois étaient trop audacieuses, son sentiment d'impunité trop absolu pour être né dans le vide. Il agissait comme un homme qui n'avait jamais fait face à des conséquences, et Leclerc voulait savoir pourquoi. Le premier appel fut pour l'inspection générale de la gendarmerie nationale, IGGN. Leclerc ne demanda pas le dossier de Dubois. Il annonça qu'une commission rogatoire pour l'obtenir était en cours de signature et que 2 agents étaient en route pour le récupérer, ainsi que les dossiers de tous les gendarmes avec qui Dubois avait fait l'équipe au cours des 5 dernières années.
Le dossier qui arriva 1 heure plus tard était à la fois révélateur et exaspérant. Il était épais de plaintes de citoyens, une histoire documentée d'usage excessif de la force, de profilage racial et d'abus verbaux s'étalant sur près d'une décennie. Il y avait plus de 2 douzaines de plaintes contre Dubois, un nombre stupéfiant pour n'importe quel officier. Mais le traitement de chaque plainte était identique, sans fondement, innocenté, ou non étayé. Pas une seule plainte n'avait jamais abouti à une action disciplinaire. C'était un prédateur qui avait été autorisé à chasser avec la pleine protection de son institution. Il est protégé, observa Chloé en parcourant les documents sur un ordinateur portable. Regardez les signatures sur ces enquêtes. Chacune est classée par le même superviseur, le lieutenant Robert Valois. Le nom ouvrit une nouvelle piste d'enquête. Leclerc envoya une équipe au siège de la gendarmerie avec une nouvelle commission rogatoire. Celle-ci concernait les communications internes du lieutenant Valois, emails, SMS et journaux d'appel. Pendant qu'ils attendaient, le gendarme Fournier, sous l'interrogatoire intense mais professionnel d'un autre agent, commença à parler. Il dépeignit une culture de brigade empoisonnée par Valois et son exécuteur préféré, Dubois. Fournier parla d'une mentalité, nous contre eux, où certains quartiers et certaines catégories de population étaient considérés comme un territoire ennemi. Il raconta des briefings où le lieutenant Valois faisait des blagues sur le fait de « casser des têtes » dans ces quartiers et faisait l'éloge de Dubois pour ses chiffres d'arrestation élevés, ne remettant jamais en question les méthodes utilisées pour les atteindre. Tout le monde savait que Jean était un problème, admit Fournier, sa voix à peine un murmure. Mais Valois le protégeait. C'était l'homme de Valois. Si vous vous opposiez à Dubois, vous vous opposiez au lieutenant, et votre carrière était terminée. Vous vous retrouviez en service de nuit permanent dans le pire secteur de la ville. Les données des communications de Valois confirmèrent l'histoire de Fournier. L'équipe technique repéra rapidement des emails où Valois rejetait des plaintes officielles contre Dubois avec un langage désinvolte et désobligeant. Dans l'un d'eux, il disait à un capitaine que la plainte d'un leader communautaire noir n'était que les jérémiades habituelles des suspects coutumiers, et qu'il s'en occuperait. S'en occuper, le dossier le montrait, signifiait l'enterrer sous des formalités administratives jusqu'à ce que le plaignant abandonne. Ils trouvèrent des SMS entre Valois et Dubois, un échange écœurant rempli de mèmes racistes et de blagues sur leurs dernières arrestations. Dans un échange après un incident d'usage de la force, Valois avait texté à Dubois, on dirait qu'il a eu droit à une justice de rue. Bon travail. Le réseau était plus vaste qu'un simple gendarme véreux. C'était un système de corruption, encouragé et protégé par la hiérarchie. Le lieutenant Valois ne fermait pas seulement les yeux, il encourageait activement le comportement de Dubois. Il était la racine de l'arbre empoisonné. Leclerc regarda Chloé. Il ne s'agit plus seulement d'une agression. C'est une association de malfaiteurs visant à priver des citoyens de leurs droits civils sous couvert de l'autorité. C'est un chef d'accusation qui les enverra tous les deux en prison pour très longtemps. L'arrestation de l'adjudant Dubois avait été la première étape. Maintenant, ils avaient leur prochaine cible. L'enquête était passée d'un seul officier à la pourriture systémique dont il était issu. Il n'arrachait pas seulement une mauvaise herbe. Il s'apprêtait à saler la terre où elle avait poussé. Le bois poli du tribunal judiciaire brillait sous l'éclairage encastré. L'air était calme et lourd d'anticipation. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'incident à la galerie. Jean Dubois et le lieutenant Robert Valois étaient assis au banc des accusés. 2 hommes en costume mal ajusté qui semblaient diminués et pâles sans leurs uniformes et l'autorité qui le représentait. Dubois s'agitait constamment, ses yeux parcourant la salle, incapable de soutenir le regard fixe du jury. Valois était assis droit comme un i, un masque de déni indigné gravé sur son visage. De l'autre côté de la salle, le commandant Chloé Martin se dirigea vers la barre des témoins. Elle ne portait pas une robe de soie, mais le tailleur sombre et autoritaire d'un officier de la police judiciaire. Ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné. Elle se déplaçait avec une confiance inébranlable, sa présence captivant l'attention de toute la cour. Elle prêta serment, sa voix claire et résonnante dans la salle silencieuse. La procureure adjointe, une femme vive et concentrée nommée Léa Dubois, commença son interrogatoire. Commandant Martin, pourriez-vous s'il vous plaît raconter les événements du 12 mai de cette année ? D'un ton calme et mesuré, Chloé guida le jury à travers toutes les preuves. Elle n'éditorialisait ni n'embellissait. Elle présentait les faits avec la précision froide d'un chirurgien. Elle décrivit sa journée de congé, l'appel vague pour vol à l'étalage, et la focalisation immédiate et agressive de l'adjudant Dubois sur elle.
Dès l'instant où il m'a approché, témoigna Chloé, il était clair que l'adjudant Dubois ne menait pas une enquête légitime. Ses questions et commentaires n'étaient pas liés à un quelconque crime présumé, mais se concentraient sur ma race, ma tenue vestimentaire et ma présence dans ce qu'il considérait comme un lieu inapproprié pour quelqu'un comme moi. Pendant qu'elle parlait, la procureure Dubois projetait les preuves sur de grands écrans pour le jury. D'abord, la vidéo de surveillance du centre commercial. La salle d'audience regarda en silence stupéfait l'agression brutale et non provoquée se dérouler en haute définition. Ils virent le ricanement de Dubois. Ils entendirent ses railleries racistes. Ils furent témoins de la torsion violente du bras de Chloé et du serrage cruel des menottes. Ensuite, la procureure afficha le rapport officiel de Dubois côte à côte avec une transcription de l'audio de la vidéo. Les mensonges furent mis à nu pour tous. Les affirmations de Dubois d'avoir été agressé et menacé se révélèrent être de pures inventions. Quand ce fut le tour de l'avocat de la défense de contre-interroger, il tenta de dépeindre Chloé comme un agent de la PJ arrogant qui avait provoqué la situation. N'est-il pas vrai, commandant Martin, que vous avez été conflictuel, que vous avez utilisé un jargon juridique pour antagoniser intentionnellement mon client? Chloé regarda directement le jury. J'ai affirmé mes droits fondamentaux à la liberté et à la sûreté, répondit-elle calmement. Chaque citoyen a ses droits, pas seulement les fonctionnaires de police. Je suis resté professionnel et calme même lorsque l'adjudant Dubois est devenu de plus en plus agressif. La preuve vidéo le confirme. L'avocat tenta une autre approche. Vous auriez pu vous identifier comme agent de la DCPJ dès le début. Vous auriez pu mettre fin à tout cela. Mon identité en tant que fonctionnaire de police n'est pas pertinente, déclara Chloé. Les droits que j'exerçais sont accordés à tous les citoyens. Si j'avais été enseignante, médecin ou concierge, les actions de l'adjudant Dubois n'auraient pas été moins illégales. Mon métier ne devrait pas déterminer mon niveau de protection constitutionnelle. Son témoignage était inébranlable. Elle était le témoin parfait, crédible, professionnel et soutenu par une montagne de preuves irréfutables. Le coup de grâce fut porté lorsque la procureure Dubois appela à la barre un gendarme fourni en larmes, qui, en échange de l'immunité, témoigna contre Dubois et son ancien superviseur. Il corrobora tout ce que Chloé avait dit et détailla la culture toxique et raciste que le lieutenant Valois avait cultivée. Il présenta les SMS et les emails montrant la jubilation et l'encouragement de Valois face à la brutalité de Dubois. La défense de Dubois s'effondra. Il n'était pas un gendarme incompris ayant une mauvaise journée. Il était un raciste violent soutenu par un système corrompu. Le témoignage de Chloé, livré non pas comme une victime cherchant la pitié, mais comme un officier de la loi exigeant des comptes, c'est là leur sort. Elle n'avait pas seulement survécu à son épreuve, elle avait transformé sa violation personnelle en un réquisitoire public et indéniable contre les hommes qui lui avaient fait du tort. Le marteau tomba 2 semaines plus tard. Le verdict fut rapide et unanime. Coupable de tous les chefs d'accusation. Jean Dubois fut condamné à 2 ans de prison ferme pour agression et violation des droits civils. Robert Valois reçut 18 mois pour son rôle dans l'association de malfaiteurs et l'entrave à la justice. Tous deux furent définitivement privés de leur pension et interdits à jamais d'exercer toute fonction dans les forces de l'ordre. Pour le public, c'était une affaire classée, un titre de journal satisfaisant sur la justice rendue. Pour Chloé, les répercussions se poursuivirent longtemps après. Des mois plus tard, elle se tenait dans le centre d'entraînement tactique de la DCPJ. L'espace caverneux résonnait du pop-pop-pop des tirs simulés. Elle observait de nouvelles recrues s'exercer à un scénario de haute tension, un appel pour violence domestique qui pouvait dégénérer à tout moment. Elle observait leurs mouvements, leur communication, leur prise de décision sous pression. L'incident à la galerie l'avait changé. Il avait ajouté une nouvelle couche à sa compréhension du monde et de sa place en son sein. Elle vivait une double réalité. Ici, entre les murs de la direction, elle était le commandant Martin, un agent respecté et hautement qualifié, disposant d'un pouvoir et de ressources immenses. Mais dès qu'elle sortait, dès qu'elle n'était qu'une femme noire dans un monde qui la jugeait souvent au premier regard, ce pouvoir pouvait disparaître. Son insigne était un bouclier, mais il ne pouvait pas toujours la protéger du jugement empoisonné initial d'un homme comme Jean Dubois. Son superviseur, le directeur Leclerc, vint se tenir à ses côtés. Ils ont l'air vifs, commenta-t-il en désignant les recrues. Ils y arriveront, répondit Chloé, les yeux toujours fixés sur la simulation. Comment allez-vous? Demanda-t-il, sa voix plus douce, abandonnant le ton professionnel habituel.
C'était une question qu'il lui avait posée plusieurs fois depuis le procès. Elle appréciait la sincérité. « Je vais bien, Nicolas. »« Vraiment, dit-elle. Mais ça reste avec vous. Pas la peur, ni même la colère. C'est la clarté. Le rappel que l'uniforme, l'insigne, c'est une responsabilité, pas un privilège. Dubois et Valois l'ont oublié. Ils y voyaient une licence pour agir selon leurs pires instincts. Leclerc hocha la tête d'un air sombre. Ils sont une honte pour tous ceux qui portent l'uniforme avec honneur. Ils sont aussi un avertissement, ajouta Chloé. Un avertissement sur ce qui se passe quand les bons officiers restent silencieux. Quand une culture corrompue est autorisée à s'envenimer. Elle pensa à Fournier, le jeune gendarme qui était resté là sans rien faire. Son silence avait été sa propre forme de violence. Il avait sauvé sa carrière, mais elle se demandait ce que cela avait coûté à son âme. Le scénario d'entraînement se termina, et les recrues se rassemblèrent pour un débriefing. Chloé se tourna pour partir, son travail ici terminé. Elle avait une nouvelle affaire maintenant, une opération de contre-espionnage complexe qui consumerait ses jours et ses nuits. Mais elle porterait les leçons de la galerie avec elle pour toujours. C'était une cicatrice, mais c'était aussi une source de force, un rappel permanent et indélébile des enjeux pour lesquels elle se battait. Ce n'était plus une bataille abstraite pour la justice. C'était personnel. Le travail n'est jamais vraiment terminé. La justice n'est pas une destination. C'est un voyage incessant et continu. Pour Chloé, le souvenir de l'acier froid sur ses poignets et de la chaleur de l'humiliation dans les yeux d'un étranger servirait de carburant constant. C'était un vœu fait dans un moment d'impuissance, passer une vie de pouvoir à s'assurer que personne d'autre n'aurait à endurer la même chose. Elle se bat non seulement pour les idéaux abstraits de la République, mais pour la réalité tangible et vivante de chaque citoyen qui mérite de parcourir le monde, drapé de la couleur de peau ou de la robe de soie de son choix, et d'être vu non pas comme une menace, mais simplement comme un être humain digne de respect. Le chemin est long et l'obscurité est toujours présente, mais elle et d'autres comme elle continueront d'être la lumière qui la repousse. Un gendarme corrompu, un système brisé à la fois. Qu'avez-vous ressenti lorsque Chloé a finalement retourné la situation contre l'adjudant Dubois? Avez-vous déjà été témoin d'un abus de pouvoir en souhaitant que justice soit faite? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, soutenez la chaîne pour que nous puissions continuer à vous apporter ces histoires de responsabilité.